T'y penses tout le temps, jour et nuit. Tu te refais le film, encore et encore. Comment ça s'est passé? Qui t'a annoncé la mort? Qui a ensuite dit une phrase déplacée? Qu'est-ce que tu aurais dû faire? Qu'est-ce que tu aurais dû dire? Ces pensées t'obsèdent. Elles reviennent encore et encore. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies? Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Si tu as du mal à contrôler tes pensées, tu sens que tes pensées elles t'envahissent, que parfois elles t'épuisent, que parfois même elles te font mal à la tête. Dans cet épisode aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est quelque chose qui est fréquent chez les orphelines et chez les orphelins et comment faire pour s'en défaire, comment faire pour les apaiser. Alors, est-ce que aujourd'hui, tu as tendance parfois à vraiment penser beaucoup avant une situation ou après une situation? Tu te fais le film à l'avance ou tu refais le film après avoir vécu une situation. Et même, voilà, parfois c'est quelque chose qui va aller jusqu'à te faire mal à la tête ou t'épuiser à la fin de la journée. Peut-être c'est quelque chose qui t'empêche de dormir. Ou même parfois c'est quelque chose qui t'empêche de prendre des décisions et d'avancer dans ta vie. Parce que ça te prend énormément d'énergie, ça te prend beaucoup de temps aussi. Et tu passes aussi beaucoup de temps à imaginer ce que les autres peuvent être en train de penser. Alors d'abord, je voudrais te rassurer, c'est quelque chose qui est normal. C'est quelque chose que moi aussi j'ai vécu pendant beaucoup d'années. D'être comme ça, intellectuellement, très actif intellectuellement, en fait, d'avoir cette activité cérébrale très active. J'avais vraiment tendance à complexifier les choses, à complexifier les situations pour essayer de les contrôler comme ça intellectuellement. Et j'avais du mal aussi à simplement écouter mes émotions et à savoir ce que je voulais vraiment. Et surtout, en fait, quand j'étais dans ce mode de fonctionnement hyper intellectuel, j'avais l'impression que ma tête allait exploser et j'avais besoin d'échappatoire, en fait, d'endroits, de lieux pour évacuer cette activité cérébrale qui était trop intense. Et forcément, c'est quelque chose qui a impacté mes relations aussi, parce que j'avais du mal à être dans l'instant présent, j'avais du mal à être avec les gens qui m'entourent, à écouter l'autre et à être capable dans un couple d'écouter l'autre et de ne pas être simplement absorbé par le flot de mes propres pensées, de mes propres problèmes et de mes inquiétudes. Et donc j'avais du mal à m'ouvrir à l'autre. Et en fait, c'est un réflexe et c'est une habitude qu'on voit chez beaucoup d'orphelins. Et c'est quelque chose que tu as sans doute pris par instinct de survie, en fait, pour surmonter le traumatisme, pour surmonter un choc émotionnel trop grand. En fait, le cerveau, il se met en mode instinct de survie. Et c'est quelque chose qui arrive à de nombreuses personnes qui vivent un traumatisme. Et dans ton cas, en particulier dans le cas du deuil, dans le cas de la mort d'un parent, dans la mort de quelqu'un que tu aimes et qui t'aimait, le choc émotionnel est tellement fort et la douleur émotionnelle est tellement forte que pour survivre, la réaction primaire devant ce choc, paradoxalement, en fait, c'est de ne pas te laisser envahir et anéantir par cette douleur. Et donc, c'est de bloquer l'émotion et donc de prendre un mode de fonctionnement hyper rationnel, hyper logique pour garder le contrôle. En fait, de manière un peu schématique, on dit que le cerveau, il a deux hémisphères, un hémisphère gauche et un hémisphère droit. C'est très simplifié, mais c'est vraiment pour que tu comprennes un peu comment ça marche. L'hémisphère gauche qui est très émotionnel et l'hémisphère droit qui est très rationnel. Et donc, pour te protéger, en fait, dans le cadre du deuil de tes parents, dans le cadre de quand tu as appris, quand on t'a annoncé
quand tu as eu ce choc émotionnel d'apprendre la mort de ton père ou de ta mère, ton cerveau automatiquement a eu un réflexe de bloquer ces émotions. Peut-être qu'elles ont pu sortir, mais c'est très fréquent qu'en fait le cerveau se mette dans un mode de fonctionnement purement rationnel pour survivre, en fait, pour garder le contrôle. Et ça se comprend très bien parce que quand tu vis un choc, quand tu vis un traumatisme et que quelque part ce traumatisme peut te mettre en danger, peut remettre en question ton identité, peut te faire souffrir au point de mettre ta vie en danger, le cerveau va chercher à te protéger, en fait, à faire en sorte que tu survives par tous les moyens possibles. Et la façon de survivre, c'est si tu es en danger, si tu es menacé par dans la nature, si tu es menacé par un prédateur, ton cerveau, il va pas se dire ok, là maintenant je suis triste ou maintenant je suis joyeux. Automatiquement il va se mettre en mode survie, et le mode survie, c'est je fuis, je cours ou j'affronte le danger, mais en tout cas je fais quelque chose le plus rationnel et le plus logique possible. J'anesthésie l'émotion, en tout cas. Et donc c'est pour ça que sans doute, peut-être dans ta famille, tu as pu voir des personnes qui, quand on leur a annoncé la mort de ton ou tes parents, ces personnes-là ont pu avoir un comportement très actif, qui ont cherché à gérer toutes les affaires courantes, à organiser les funérailles, à garder le contrôle comme ça sur le quotidien. Ces personnes-là, c'est pas des personnes qui ressentent pas d'émotion, en fait. C'est qu'elles sont vraiment passées dans ce mode dont je te parle aujourd'hui, qui est un mode de survie. Sauf que ce mode de survie, il te sert au début, mais quand tu vis un deuil précoce, et comme c'est ton cas, c'est un mode qui peut réapparaître, ou en tout cas qui peut s'ancrer en toi à d'autres occasions, quand il y a aussi une implication émotionnelle, et qui peut du coup te conduire à avoir cette habitude d'avoir des pensées qui t'envahissent, d'avoir ce fonctionnement hyper logique et hyper intellectuel qui t'envahit et qui aujourd'hui peut-être te fait souffrir parce que tu n'arrives pas à te défaire de toutes ces pensées. Et donc ça devient quelque part une habitude de survie, parce qu'au fond, les douleurs et les émotions que tu vis, elles sont difficilement exprimables. La vie a perdu de son sens, la vie a perdu de sa saveur, et donc on a adopté en tant qu'orphelin un comportement très rationnel et très intellectuel pour survivre. Dans son livre autobiographique, Boris Cyrulnik, donc je t'ai déjà parlé, Boris Cyrulnik, c'est ce neuropsychologue qui a vraiment popularisé la question de la résilience. Il explique comment il a rencontré, dans ses études sur la résilience, il a été rencontré des enfants dans des pays en guerre qui ont vécu des événements traumatiques et qui montrent aussi cette froideur intellectuelle. Ces enfants-là, ils peuvent avoir perdu leur famille a pu être assassinée, ils ont pu être engagés dans des conflits armés, et quand Boris Cyrulnik les rencontre et qu'il échange avec eux, il s'aperçoit de cette froideur intellectuelle, de cette anesthésie des émotions. Et de prime abord, c'est quelque chose que peut-être on t'a dit, ou peut-être t'as remarqué, ou que tu t'es dit, j'ai atteint une grande maturité en très peu de temps, et je me sens vraiment très mature, ou en tant qu'orphelin, peut-être à l'école, ou plus tard au collège, ou au lycée, ou pendant tes études, ça dépend au moment auquel t'es devenu orphelin, ou même comme jeune adulte, par rapport à ton travail, t'as acquis cette maturité intellectuelle, cette conscience de la mort, mais ça peut sembler une maturité, en fait, de démontrer cette intelligence, parce qu'on associe souvent la maturité avec le fait d'être adulte, en fait, avec le fait d'être sérieux, d'être rigoureux. Mais en fait, cette maturité, c'est aussi un désenchantement, en fait, parce que c'est une atrophie de tes émotions. C'est une atrophie qui est salvatrice, parce que à court terme, elle permet quand même de te
de te protéger et de survivre à cette épreuve qui est hyper douloureuse. Mais à long terme, cette atrophie émotionnelle, elle peut vraiment devenir destructrice si elle prend une trop grande place. La maturité précoce, en fait, dit Boris Cyrulnik, c'est pas un signe d'un bon développement. Parce que quand un malheur, quand une mort vient déchirer ton monde intime, tes repères, tu perds le plaisir de vivre. Et tu te réfugies dans une intellectualité, dans des raisonnements intellectuels qui sont d'une certaine façon discordants avec ton âge, avec peut-être ton innocence. Même si tu es un jeune adulte, tu as quand même une plus grande innocence que des adultes qui sont déjà beaucoup plus avancés dans la vie. Cette maturité-là, elle vient rompre, elle vient amener cette discordance par rapport à son âge, par rapport à ton âge. Elle est vraiment salvatrice, cette façon d'intellectualiser les choses, parce qu'elle te permet en fait de construire un monde abstrait, un monde que tu contrôles, un monde qui t'aide à lutter contre la tristesse. Et c'est une manière de te rattacher à une logique et de pouvoir rêver d'une certaine façon. Et il y a un phénomène en psychologie qui s'appelle la dissonance cognitive et qui décrit bien ce qui se passe en toi quand tu adoptes ce genre de comportement hyper intellectuel. La dissonance cognitive, en fait, c'est le fait d'avoir un comportement en contradiction avec ses valeurs. En fait, quand un être humain il vit un décalage entre ses valeurs, ses émotions et son comportement, il a tendance à vouloir minimiser ou à vouloir justifier cette dissonance. Et en voulant justifier cette dissonance, souvent il amène de la complexité d'un point de vue rationnel. Typiquement, je vais te donner un exemple pour t'aider à comprendre. C'est ce qui se passe par exemple quand un fumeur a compris qu'il devait arrêter de fumer et que c'est quelque chose qui nuisait à sa santé, mais qu'en fait son comportement ne reflète pas ses valeurs. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chercher à justifier son comportement par des raisonnements. Il va complexifier intellectuellement pour réduire cette dissonance cognitive. Et il va dire des choses comme non mais c'est pas grave, je pourrais mourir demain d'un accident de voiture, ou je connais des gens qui ont fumé toute leur vie et qui sont toujours en vie. Et c'est cette dissonance cognitive qui t'amène peut-être aujourd'hui à avoir justement toute cette complexification intellectuelle de ce que tu vis, parce qu'en fait tu n'arrives pas à te reconnecter avec tes émotions, tu n'arrives pas à exprimer tes émotions et tes valeurs, et malheureusement ça se manifeste par des pensées comme ça qui sont trop envahissantes pour toi. Alors comment tu peux faire avec ces pensées envahissantes pour les calmer, pour les apaiser ? J'ai réuni pour toi un certain nombre d'outils pour t'aider à les gérer, pour apaiser ton flot de pensée, pour être capable aussi d'écouter et de laisser s'exprimer tes émotions. J'ai appelé ces outils la trousse de soins de gestion des émotions. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, si c'est quelque chose tu voudrais en savoir plus, je t'invite simplement à venir me contacter sur Facebook ou sur Instagram en message privé, ou juste à l'endroit où tu as trouvé cet épisode de podcast, sur Instagram ou sur Facebook. Juste tu laisses un petit commentaire, tu t'écris juste trousse de soins en dessous de cet épisode, sous ce post, et je t'enverrai justement ce que j'ai fait. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est 3 épisodes par semaine, lundi, mercredi et vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on parlera du parcours de Stromae.
Tu sais, Stromae, c'est cette star internationale qui va bientôt sortir son nouvel album. Et tu verras que lui aussi, il a connu une enfance difficile.